Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Mario Malouin, l'un des doyens de la bande dessinée québécoise qui, en 50 ans de carrière, a notamment fondé le magazine Plouf et cofondé le mensuel humoristique Ça fait rire, en plus de signer de nombreuses séries à succès dont Guerre et paix, Au pied du grand totem et Shérif Babette. Mario Malouin, salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien. Espèce de jeune pousse de la bande dessinée Ah, québécoise. que t'es gentil. Ah, mais tu sais que je me considère choyé, hein. Je veux dire, je suis à la porte des 70 printemps, là. Puis, je suis encore en forme. J'ai envie d'en faire. Tu sais, j'en mange, là. Tu sais, puis, bon, les mains sont encore bonnes. Tu sais, la pensée est pas pire. Je pense que je suis capable d'aligner une pensée, une réflexion. Puis j'ai envie de faire de la BD. Puis tu sais, tu t'améliores, enfin je pense, avec le temps. Puis quand tu commences à être bon, là, ça sera poche que tu sois plus capable de dessiner, là, parce que je sais pas, t'as la tremblote, quoi que ce soit. Ça fait que Ouais. je me considère choyé, là. Tu sais, Ben, en tout cas, en te lisant, Mario, on sent que non seulement ton crayon est bien affûté, mais ton esprit aussi. Hein? ouais. Et je dis ça parce que tu es quand même un des doyens de la bande dessinée québécoise. Là. C'est plus de 50 ans de carrière. Là. 54 en octobre. 54. Parce que, en fait, moi, je chiffrais ça à 51 parce que pour moi, un des moments, en tout cas, un des moments forts du début de ta carrière, c'est la mise sur pied du magazine Plouf, qui Oui, remonte oui. à 74. Ouais. Mais sais-tu, quand j'ai commencé en 71, j'ai même une preuve de publication souvent que je m'amuse à montrer. En 71, je me présente TQ, j'avais 15 ans, à un hebdo dans mon coin, là, à Sainte-Foy. Puis le monsieur, il a acheté ma bande dessinée. Puis il l'a vraiment acheté. Tu sais, il me publiait à toutes les semaines. Ça a duré 2 ans, là. Je veux dire, un début de carrière où tu es déjà publié, mon argent de poche, où j'ai commencé à m'acheter plein de BD, là, c'est là que je l'ai fait. Puis, je faisais de la BD. En 2 ans, j'ai évolué comme déjà, c'est pas possible. Donc, je peux pas. C'est vraiment un début de carrière, là. 71, d'aborder les hebdos. Puis là, après ça, j'ai publié dans un autre hebdo qui était son concurrent. Puis, non, ça a continué. Puis là, la suite des hebdos, ça a été le magazine Plouf que tu viens de souligner, là. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté. Là, à partir de ce moment-là, puis hey, j'avais 15 ans, j'étais encore à l'école. Mais c'est fou parce que on perd de vue ça, mais quand on te relit puis qu'on remonte le fil du temps, on se rend compte que rapidement, tu es devenu un artiste entrepreneur. Oui, oui, Et on le sait que dans les années 70, cette période faste qu'on appelait le printemps de la bande dessinée québécoise a vraiment été le théâtre d'artistes entrepreneurs, de groupements qui ont lancé des magazines, qui ont lancé des structures éditoriales. Et tu sais, je relisais Plouf. C'est quand même incroyable. Donc, magazine que tu lances à la fin des années, à la fin de l'année 1974, dans lequel on retrouve également Serge Gaboury et André-Philippe Côté. oui. Quand on relit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Là. Et, Ouais, et ce que je trouve fou là-dedans, Mario, c'est que dès tes premières planches publiées dans Plouf, bien que, évidemment, ton travail a largement évolué, mais on retrouve là des moments distillés de tout ce qui compose ton univers graphique puis mm, ton univers d'auteur de bande dessinée. Donc, ton penchant pour les monstres, euh, ton coup de crayon pour la caricature aussi, parce que tu es capable de croquer une tronche en quelques coups de crayon. ouais. Euh, on retrouve aussi des thématiques dès le départ. Bon, tu sais, au pied du grand totem, la naissance, c'est dans Plouf avec l'homme ben, pas Cro-Magnon, mais attends, là, je veux bien le. Gros, Gros Magnon. En fait, ils ont dit Gros-Magnon, voilà. une déformation de Gros Magnon. Oui. Alors, c'est complètement fou Ouais. de voir ça et, 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 Hey, de, et de sentir. Et c'est fou.
et c'est pas pour rien que je le disais d'entrée de jeu, c'est que ton esprit et ton crayon est toujours aussi affûté et on sent cette passion dont tu parlais. On te lit dans Plouf à tes débuts, Ouais. on te lit aujourd'hui et on sent cet amour du médium-là intact. Ouais. J'ai vraiment toujours aimé la bande dessinée. C'est assez incroyable. T'sais, autant comme collectionneur, puis je suis toujours la mâchoire à terre quand je tombe sur un album d'un auteur, peu importe d'où ils viennent dans le monde, là, qui me fascine. Puis, puis la bande dessinée, bon, on sent que j'ai quasiment de la pitié pour les gens qui lisent pas de bande dessinée. Là. Non, tout ce qui manque, c'est incroyable. Moi, j'ai des frissons des fois en sortant d'un album. Là. Une lecture là, terrible. Tu sais, puis j'ai eu des auteurs forts là, dans ma vie que j'ai suivis tout le long, là, tu sais, comme André Franquin, je peux pas le cacher, là, c'est un modèle. Tu sais, puis il y a eu mes Marcel Gottlieb après, là, puis moi, j'ai eu la chance unique de connaître Gottlieb, tu sais, au point de le s'être vu dans plusieurs rencontres quand il est venu au Québec. Puis ça a amené à force de discussion, puis aucun favoritisme quelconque, là, à publier dans Fleuve glacial. Tu sais, j'ai eu quand même une planche de publier dans Fleuve glacial. Oui, et là, rafraîchis-moi la mémoire, c'était bien une planche de guerre et paix, hein, en Exact, quatrième de couverture. Alors, ce qui exactement. fait de toi un des rares Québécois, avec Jimmy Beaulieu, à avoir publié une planche dans Fluide Glacial et d'avoir également publié dans le journal Spirou. C'est quand même pas banal. Et bon, évidemment, à Fluide Glacial, il y avait Patrick Moirel qui, après Oui, son passage au Québec, accro et est retourné chez lui. Puis bon, évidemment, il y a eu la trop courte carrière qu'il a eue parce qu'il est décédé jeune, mais quand même. Et donc, c'est quand même pas banal, ça, d'être publié. Tu sais, j'imagine que pour le jeune garçon que tu étais, lecteur à l'époque, tu sais, de t'imaginer qu'un jour, tu aurais une planche de publier dans Fluide Glacial, que tu aurais une collaboration dans Spirou, c'est quand même pas banal. ah non, non, puis non, honnêtement, tu mets le doigt exactement sur la chose, hein. C'est que j'étais un fan de tous ces magazines-là. Tu sais, j'ai été formé à mes lectures Spirou, Tintin, Pilote, là. Et Fluide après, c'est parce que Fluide est arrivé plus tard quand même. Puis, tu sais, tu te dis, wow, je vais être là. Tu sais, un de ceux avec lesquels j'ai commencé, c'est Spirou. J'ai connu le journal Spirou même avant le journal Tintin, là. Puis, je pense que j'ai jamais eu la pensée que je pouvais travailler là. Puis en fin de compte, j'ai eu une collaboration de 2 ans, là, tu sais, je veux dire, en tant que scénariste sur la Ouais. série Astronaute. Avec Mais Morin, oui. ouais, mais Colin, ça demeure que j'étais en contact avec le rédacteur en chef, puis on discutait des scénarios acceptés, des scénarios refusés, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je vivais vraiment la vie d'auteur de BD qui publie là-bas, là. Regarde, j'en ai encore des frissons rien qu'à t'en parler. Tu sais, pour moi, c'est un beau souvenir, là. Et tu sais, c'est une carrière faste que tu as eue. Tu as Ouais, été et tu es à ce jour hyper productif. ouais. Je me suis amusé, mais j'ai abandonné parce que là, je veux dire, à un moment donné, j'aurais pu passer l'heure de l'entrevue à citer des collaborations, à citer les albums et les magazines auxquels tu as participé. Alors, je ne ferai pas la page Wikipédia, mais quand même, au début des années 80, tu commences à publier des albums, Ouais. euh, notamment une saison dans la vie d'Arthur Leroy, qui est, euh, qui est un pastiche de l'animateur radio décédé. Voyons, son nom m'échappe. André Arthur. Oui, André André Arthur. Arthur. Ouais, ouais, ouais. Tu avais aussi, là, je ne l'ai pas retrouvé, mais tu avais aussi un strip non, un album, pardon, à l'italienne avec une famille. La famille Des beaux soleils. des beaux soleils, voilà. Euh, donc, à partir de ce moment-là, tu mets le pied dans, tu mets le bras dans l'engrenage de la publication d'albums. Et par la suite, je veux dire, c'est. Tu sais, tu parlais d'Arthur Leroy, là, Ouais, la parodie d'André Arthur. C'est en 84 tu sais, que oui, l'aventure se fait. Bon, je n'expliquerai pas tout le cheminement, là, mais ça a été quand même. Bon, en- c'était entendu avec lui, là, tu sais, on faisait un truc, là, puis lui m'appuyait, là. J'ai eu donc une espèce de promotion, tu sais, dans le sens où il en parlait à la radio. Puis André Arthur, c'était la grande gueule de l'époque, là. Je veux dire, j'ai eu
publicité comme jamais je n'aurais rêvé dans ma vie. Puis tu sais que j'étais l'éditeur de cet album-là. Ma maison d'édition a commencé là. Puis c'est un album qui a vendu 10 000 exemplaires. On en a tiré 10 000, on en a vendu 10 000. Wow! À Aïe, aïe, l'époque, là, OK. regarde, c'était 9 800 de plus que la moyenne. Tu sais, Et, hey, ouais. on n'existait pas, là, on vendait rien. Quand quelqu'un faisait tirer un album, il espérait que sa famille en achète tout un là, pour qu'il en vende au moins une cinquantaine pendant le lancement. Là, tu sais, là j'ai l'air méchant, je ne le suis pas. Là. Je parle des faits. Là. C'est que dans les années 80, début des années 80, la BD, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là. Je veux dire, déjà, les Réal Godbout de ce monde existaient, Pierre Fournier, tout ça, Mhm. mais on était tous à un point où on rêvait de l'album, mais il y a personne qui vendait. Là. Tu sais, puis les distributeurs voulaient rien savoir de nous autres. Là. Je veux dire, Ben non. D'ailleurs, je veux dire, le magazine Crow, quand ils ont lancé la première salve d'albums, Jacques Urtubise, il n'est pas passé par les librairies, il est passé par les dépanneurs là où était vendu le magazine Crow. exact- C'était logique à l'époque, là. Il n'y avait pas d'autre moyen de rejoindre les gens. exactement. Et d'ailleurs, en 87, tu seras de l'aventure, et après ça, très, très longtemps, mais tu as été un des cofondateurs du magazine Safarir. Ouais. Et non seulement un des cofondateurs, mais assurément un des visages et un des auteurs vedettes de ce magazine-là, parce que tu es là dès le numéro un, là. Oh, oui, oh, oui. Oui, tu sais, on a fait toutes les réunions là, préparatoires là, un gros 6 mois avant qu'on lance le premier numéro. Là, je veux dire, on a été vraiment des membres fondateurs. Là, tu sais, on était 5 6 dessinateurs. Puis, à un moment donné, on a donné le rôle à Sylvain Bolduc, là, qui était Mhm. aussi un dessinateur, de devenir l'éditeur, parce que ça, lui, il avait une espèce de formation de comptable. Là. En tout cas, lui, des chiffres, ça allait, mais tu sais, nous autres, on était une gang de gogos qui ne savaient pas aligner deux chiffres en arrière de l'autre. Ça fait que, bon, ça a pris quelqu'un qui, lui, a pris sur sa passion du dessin, puis il l'a mis de côté, puis il est devenu l'éditeur. Tu vas dire qu'aujourd'hui, il a bien fait, parce que, bon, lui il vit bien, puis nous autres, faut qu'on continue à chercher des possibilités de publier ailleurs. Lui, il a fait de l'argent, ça fait rire. Là. Mais je dénigre pas, regarde, tout ça c'est beau parce qu'il a fait une belle business avec sa affaire. Il a fait une grande chose. Ça. Mais nous, on était les créateurs qui ont fondé ça, puis on avait une envie de faire quelque chose. Là. Puis lui avait une volonté, puis il l'a tenu, puis je pense qu'il avait raison, c'est qu'on soit aligné comme étant un magazine d'humour. Nous Mhm. autres, on l'aurait rempli de BD, mais lui voulait qu'on fasse de l'humour illustré aussi parce qu'il fallait qu'on soit plus varié. Je pense que ça a été la force de Ça fait rire, là. C'est d'avoir des BD choisis et d'avoir de l'humour illustré. Ça fait que là, il y avait deux façons de se former. Tu sais, Ouais. moi, j'ai autant fait de l'illustration pour Ça fait rire que j'ai fait de la bande dessinée. Puis, tu sais, une illustration avec un texte, là, que tu dois vraiment sortir le jus du texte pour avoir une image, c'est autre chose. Puis, en même temps, c'est très formateur, c'est très bon pour l'esprit. Puis moi, je m'amusais énormément là-dedans. Là, tu sais, ben là, j'ai commencé à m'amuser même sur le net à vendre certaines illustrations de l'époque des safaris. Là. J'avais gardé ça dans des boîtes, mais là, je commence à les sortir une par une. Là. Donc, Mais d'ailleurs, ça fait rire, ça a été pour toi, en quelque part, ça a été aussi un tremplin, mais ça a été surtout, euh, j'ai l'impression, un carré de sable extraordinaire parce que là, tu as testé beaucoup de choses, tu as lancé des séries de bandes dessinées. Écoute, moi, je dois te dire, Mario, euh, que Guerre et paix, oui, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement et qui, je trouve, est intemporelle. oui, On y reviendra parce que là, depuis quelques années, artiste entrepreneur, euh, tes albums, tu les édites toi-même. oui. Et là, je me disais, avec tout ce qui se passe dans le monde, il me semble que Guerre et paix euh, ne pourrait pas être plus actuel qu'aujourd'hui. Oui, alors, je te fais une parenthèse là-dessus. Ouais. C'est dans mon ordre de publication. Bon. Mais Guerre épais, il y a un gros problème qui en est pas un. C'est que c'est à peu près toutes des planches en noir et blanc. Puis moi, je veux faire un album en couleur.
Ce qui fait qu'il est sur la pile de travail à mon épouse pour la coloration. Puis donc, il faut la faire. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça parce que les planches sont là. Ça va être un bel album de 80 pages. Est-ce que Euh, tu serais tenté de faire aussi, de faire du matériel inédit? Ben, il y en a déjà un peu dans le sens où j'ai fait une planche pendant la COVID. J'ai fait, non, 3 planches, excuse, pendant la COVID que j'ai publiées sur le net. Il y a eu une autre planche qui avait été faite pour... Encore, quelques planches qui n'ont jamais paru dans Safari, là, qui vont être là-dedans aussi. Moi, je ramasse de toute façon, quand je fais présentement, là, mon espèce d'ambition de faire des publications en patrimoine, là, c'est-à-dire que quand je lave un sujet, je finis, je passe un personnage, puis je publie toutes les planches qui ont été faites. Je m'amuse même souvent à sortir les illustrations que je faisais des fois pour annoncer l'album, quoi que ce soit, puis je les intègre dans l'album. Ce qui fait que c'est vraiment une totale. Quand l'album est publié, habituellement, il y a vraiment tout le matériel qui avait été produit autour de ça. Ah, évidemment, moi, je ne peux que me réjouir. Tu sais que dans le cadre de mon travail, je m'intéresse beaucoup au patrimonial. Or, puis là, bon, comme tu m'ouvres la porte, allons-y directement et frontalement. Ces dernières années, tu publies des albums à compte d'auteur Oui, euh, qu'on qu'on peut se procurer de deux manières. Soit en événement, oui, festival, salon du livre, lorsqu'on a l'occasion de te croiser. Sinon, par le portail Amazon. oui. Et tu fais vraiment un travail patrimonial, c'est-à-dire que, comme tu le disais, tu vas reprendre des bandes, insérer des illustrations promotionnelles et autres. Et quand je lis ça puis que je regarde ça, je suis obligé de me poser la question, est-ce le travail de l'auteur de voir à son propre patrimoine? Parce que je sais que c'est une préoccupation. J'ai travaillé avec Pierre Fournier sur le livre qui est devenu, je l'ai fait sans Pierre à cause de la maladie, mais au point de départ, c'était un projet que je devais faire avec Pierre. Parce que Pierre voulait s'assurer que son travail ne sombre pas dans l'oubli. Or, Mario, tu le fais. Est-ce que c'est véritablement le travail de l'auteur de faire ça? Est-ce que tu le fais parce que il y a il y a une difficulté de trouver une structure éditoriale qui voudrait s'en occuper? Dis-moi la raison pour laquelle tu t'en charges toi-même. Il y a peut-être quelques raisons qui répondent à ça. La première des choses, bon, ça serait de trouver l'éditeur qui a envie de me suivre dans une direction patrimoine, là, c'est-à-dire de présenter des albums dans une séquence quand même assez respectable, là, qu'il n'y ait pas trop de distance entre chacun. Parce que, entre autres, les éditeurs, ce que j'ai à leur reprocher, là, c'est qu'à un moment donné, tu lances un produit, puis que si le produit ne vend pas les millions de copies qu'il espérait vendre, après ça, ils sont un peu indifférents à toi pour la suite des choses. Tu sais, je veux dire, tu finis par même plus avoir de réponse au téléphone quand tu essaies de les appeler. Là. Tu sais, j'ai vécu ça, entre autres, avec Donna Tout le monde, là, un personnage qui a été publié chez Glénat Québec il y a quelques Oui. années. Bon, Donna, il y avait 3 albums de prévus. Ben, les deux autres, là, regarde, à la fin, j'avais même pas de réponse pour savoir, puis qu'est-ce qu'on fait ou savoir est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais, parce que mon Donna, c'est un personnage qui était une espèce de politicien indépendant. Puis le premier album, il se fait élire. Dans mon deuxième album, il y a une campagne, il y aurait eu une campagne politique, il y aurait une campagne de. Puis le troisième album, il serait devenu premier ministre. Un indépendant premier ministre. Je m'amusais. Tu sais. Ça Hmm. fait que. Mais ça n'a jamais vu le jour. Puis tu sais, à force d'avoir des dialogues de même avec d'autres personnes, j'ai eu envie de publier mes affaires. Puis ce que je voulais aussi, là, j'ai toujours une espèce d'urgence tout le monde rit de moi quand que je dis ça. Mais l'âge avançant, j'ai un certain ordo. Là. Tu sais, j'ai déjà des albums de prévus jusqu'en 2032. OK. J'espère me rendre là. Puis ces albums-là sont dans un ordo très serré. Là. C'est 1 ou 2 par année. L'éditeur ne me suivrait pas là-dedans. Tu sais, ça fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Puis le recul, j'en manque peut-être en étant auteur. Mais en même temps, j'ai toute la connaissance de l'auteur parce que c'est moi.
Tu sais, je veux dire, Ouais. j'ai des choses à dire. J'ai toujours une présentation au début de l'album pour mettre les choses en contexte la plupart du temps. Puis même des fois, je les mets dans un contexte qui est pas avec la série, là. C'est-à-dire où ça a été publié, puis les problèmes que ça a pu rencontrer au fil des années, là. Ça fait que... Puis il faut le dire, hein, Mario, tes albums, comme par exemple Tranche de ciné, les deux premiers volumes qui reprennent tes pastiches, tes parodies de films qui étaient Ouais. publiés dans Safari, entre autres, c'est des albums cartonnés couleur, là. Oui, Euh, on est dans la forme très classique, élégante. Ce sont vraiment des beaux objets, là. C'est des beaux produits, qualité de papier, tout ça. Et donc, dans le fond, c'est de l'impression sur demande sur oui. Amazon. Les gens qui veulent tes albums, soit, comme je le disais, ils peuvent te les acheter en événement, mais pour des gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer, ben à ce moment-là, ils commandent directement par Amazon et donc, ça leur est expédié par la suite. Ah, c'est incroyable, hein? Il, Mm. il imprime un album pour le client. Un album. Puis il envoie, là. Puis il est de la même qualité que ceux que tu as dans les mains, là. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Tu parles d'un système, là. Ben, c'est que, en fait, Mario, un des enjeux des éditeurs, puis on en parlait, le fait que des éditeurs sont tièdes, ou en tout cas, des fois, ils embarquent sur un projet puis ils ne donnent pas suite. Je sais qu'un des enjeux chez les distributeurs, chez les éditeurs, c'est l'entreposage de livres. Et il y a un moment où Ouais, le pilonnage arrive parce que tout à coup, ça coûte trop cher d'entreposer des livres qui ne vendent pas puis qui ne circulent pas. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tellement de nouveautés en librairie. Et tu le sais, tu l'as vu, toi, là, tu as été témoin de ça. Quand tu disais tantôt que dans les années 80, il y avait très, très peu d'albums québécois, ben là, aujourd'hui, si on parle manga, album européen, album américain, album québécois, l'espérance de vie d'un album en librairie, c'est quelques semaines tout au plus, là, en façade, avant d'aller dans le rayonnage et avant, ultimement, d'être retourné au distributeur. Donc, c'est un enjeu, ça, oui. euh, de, 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 conserver les livres en entreposage. Et donc, avec Amazon, ce qui est quand même particulier, c'est que l'impression sur demande, comme tu l'expliquais, si on te fait un livre et on te l'envoie. Ouais. Puis tu sais, j'ai un avantage numéro 2. Amazon, c'est gros, hein? Bon, puis ils sont partout dans le monde. Mm. Ça fait que mon album, il est en français, là, tu sais, bon, puis il n'y a pas de traduction, mais ça demeure qu'il est disponible dans 156 pays. Moi, j'ai même sur ma plateforme, tu sais, quand tu mets un album chez Amazon, il y a toute une, en tout cas, il y a toute une nomenclature à répondre et à régler, là. Je veux dire, jusqu'au prix de l'album, au prix de vente de l'album, c'est moi qui le décide, là. Je veux dire, ça va jusque-là, là. Ouais. Mais je choisis aussi les pays où je veux être tenter une diffusion. Puis, je dois mettre la vente en argent du pays. Donc, je veux dire, moi, j'ai travaillé en yens, mais j'ai travaillé en sorte d'affaires. Je suis même vendu en rouble. Mais c'est fun. Mais sais-tu que ce qui est fascinant, c'est qu'une fois de temps en temps, j'ai un petit rapport d'Amazon. Puis, j'ai vendu une copie au Japon. J'ai vendu une copie en Corée. J'ai vendu une copie en Russie. J'en ai vendu en Russie, c'est bête, hein. J'ai un lecteur assidu en Angleterre. Aux États-Unis, quand même pas mal, étant donné qu'Amazon, c'est américain. Ouais. Ça fait que, puis ça, il y a des francophiles partout dans le monde, hein. Là, moi, ce que j'envisage éventuellement dans mon entrepreneuriat, si on peut dire, c'est de peut-être me faire une traduction de mes albums après, là. Mais je vais commencer par publier les affaires que je trouve importantes qui sortent en français. Puis après ça, je vais commencer à regarder dans la traduction. Donc là, un album en anglais, je pense qu'il travaillerait pas mal fort chez Amazon d'une autre façon. Tu sais, je sais qu'il y a des Américains, entre autres, qui aiment beaucoup mon style, mais peut-être que ça les rebute que ce soit en français. Tu sais, je veux dire, ils ne se procureront pas un album en français juste pour ça, quoi qu'il y en a qui doivent le faire, parce que j'ai des ventes. Mais c'est ça. Là, c'est un autre sorte. Fait que c'est fascinant jusqu'à un certain point. Puis c'est pas mon domaine, ça. C'est le marché, mais je me laisse emporter par ça parce que j'aime le livre, tout court. Tu sais, je veux dire, tu dois être comme moi. Tu sais, ouvrir un livre, sentir l'encre, il n'y a rien de plus fun que ça, là. Ah ben non, c'est sûr. Ben là, c'est sûr et certain que tu parles d'un convaincu, là. C'est-à-dire, j'ai toujours eu des collections. Tu sais, il y a des fois, j'ai été obligé de me départir de ma collection pour des problèmes financiers.
Mais j'ai toujours une collection assez abondante, là, puis j'adore tout le temps relire mes affaires. J'ai des classiques comme tout le monde, là. Tu sais, ma série de Tintin puis d'Astérix, là, c'est régulier, je les relis. Ouais. Mes rubriques à vrac, naturellement, de mon cher ami Gottlieb. Mais tu sais, je suis un passionné, mais à tous les niveaux, là. Et quand on parlait d'artistes entrepreneurs, bon, évidemment, il y a tout ce pan-là éditorial, mais il y a aussi à côté la présence dans les événements. Ouais. Et donc, ça aussi, ça implique des déplacements, ça implique des dépenses. Faut tenir un kiosque. On s'est vu, nous, la dernière fois, au très, très pluvieux Festival de bande dessinée de Montréal Oui. en mai dernier. Euh, donc, pour toi, c'est essentiel d'être présent dans les événements. Raison à ça, OK? C'est Ouais. que ma carrière à Safari a duré 20 ans, hein. On a parlé tantôt, là, ça a duré 20 ans, moi, dans les pages de Safari. Il y a été un temps où Safari avait une publication en France. On avait le Safari France, puis Très juste. puis on avait le NOT, Oui. Safari américain. Moi, j'étais des trois plateformes. Je faisais du matériel nouveau pour les trois plateformes. Et à l'époque, parallèlement à ça, je faisais la caricature éditoriale du 7 jours toutes les semaines, puis je faisais la bande dessinée dans le TV Hebdo toutes les semaines. Fait que t'imagines un petit peu que j'avais jamais le temps d'aller dans les salons du livre. Puis, ça fait que là, présentement, je vais rencontrer mes lecteurs. Tu sais, mes lecteurs ont vieilli, naturellement, mais je pouvais pas les voir avant. C'est 20 ans comment dire, j'étais en carence. En réclusion, ouais, là, enfin, Ah, tu bon, sors, ouais. là, enfin, je sors. Ça fait que ça, c'est du plaisir, là, mais du plaisir pur, là. Tu sais, j'ai Et qu'est-ce encore. qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disent, les lecteurs, Mario, quand ils te voient? Parce qu'ils t'ont pas vu pendant longtemps. Ouais, tu sais, la première affaire, je suis content, c'est mon dessin qui parle. Moi, je suis installé sur une petite table, puis j'ai mes albums sur la table, puis moi, je suis pas un accrocheur, là, un vendeur de Fowler, là, tu sais, je veux dire, je laisse les gens agir, là. Encore en fin de semaine, j'ai fait un événement à Québec, il y avait un mini festival de la bande dessinée. Euh, Tout à coup, le monde passe, là. Oh, ça ressemble à mes affaires que je voyais dans Safari. Là, après ça, le déclencheur est parti. Là. Ça fait que là, je tombe sur un ancien lecteur qui avait absolument aucune idée qu'il allait me rencontrer un jour. Puis là, on parle, puis là, mais suite à ça, habituellement, il achète un album, puis même bien souvent, ils vont tout acheter le paquet. Fait que, puis c'est des gens qui, à l'époque, étaient adolescents, qui disaient ça chez eux, en cachette de leurs parents. Puis là, ben maintenant, c'est des gens qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, qui ont des sous, qui ont une carrière avec eux autres, puis qu'ils sont capables de se procurer des affaires qui les ont fait rêver quand ils étaient jeunes. Fait que je suis dans une belle période de ma vie, moi, là. Et tu sais, tu parles de Safari, non seulement tu l'as cofondé, mais une autre chose qui était très, très importante dans ton parcours et dans celui de la bande dessinée en général au Québec, c'est lorsque tu lances pour Safari l'encore SAF BD. Ouais. Euh, Ce qui a permis à la fois à toute une génération de lectrices-lecteurs de découvrir des talents, mais aussi à une génération d'autrices-d'auteurs de faire leur gamme et de se retrouver dans une section BD. Et il y a beaucoup de monde qui sont passés là quand même. Là. Oui, 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 oui. Euh, et donc, euh, moi, tu vois, je dois te dire qu'au début des années 2000, lorsque tu lances SAF BD, la raison pour laquelle j'achetais encore ce magazine-là, c'était pour cette section-là. Là. Parce que tout à coup, c'était passionnant de voir des Éric Thériault, de voir des Jacques Lamontagne, de voir plein de gens euh, euh, essayer des choses, lancer des séries, expérimenter. Je veux dire, les nombris ont quand même commencé là. Là. Ouais. C'est quand Regarde, même pas banal. Là. je vais te donner un petit topo, OK, de ce qu'a été SAF BD. Tu vas en comprendre encore plus avec ça, là. Le SAF BD, on arrive à une période charnière de Safari où il y a besoin de renouvellement. Tu sais, comme souvent un magazine, là, à un moment donné, il y a besoin de quelque chose. Bon. Puis moi, j'avais mon projet SAF BD depuis un bon moment, là. Je présente ça, puis eux autres, c'est arrivé comme ah oui, ça serait bien. Mais là, il y avait des choses que je tenais que ce soit fait, là. C'est-à-dire que le SAF BD, il se détachait. Il fallait, pour moi,
ce magazine-là, il devait se détacher du Safarir de base. C'est un 32 pages qui devait vraiment devenir à part. C'était un supplément. Ouais. Puis on en est venu, après 2, 3 publications, j'en étais le rédacteur en chef. J'ai vraiment été le rédacteur en chef de SAF BD. Je gérais la ligne éditoriale et tout. Puis bref, après 2, 3 numéros, ils se sont rendus compte que oui, ça marche. Au point où, à un moment donné, Sylvain Bolduc, l'éditeur, il a été un petit peu agacé. La Bibliothèque nationale se sont mis à le considérer comme un magazine à part. Fait que là, il s'est Ah mis à bon? dire que je tyrannisais son magazine original. Là, regarde, j'ai jamais trop compris c'était quoi exactement, là. Mais il a commencé à avoir des craintes. Puis malgré tout, parallèlement à ça, on était en train, la gang de gogo qui me suivait et qui avait envie de faire de la BD, on était en train tranquillement de s'arranger pour qu'ils deviennent indépendants. SAF BD était supposé, puis en entente avec Sylvain Bolduc, là, était supposé dans les mois qui allaient suivre devenir un magazine à part qui serait vendu à part. Puis qui aurait eu non pas 32 pages, mais 64. Mais moi, j'avais eu le OK là-dessus. Fait que là, j'avais commencé à faire des réunions. Je me souviens, on avait fait un à l'atelier Jacques Lamontagne une fois. Puis on s'excitait là-dessus. Là. On commençait à préparer du matériel et tout. Puis là, à un moment donné, de son côté, lui, Sylvain Bolduc, il avait décidé qu'il avait envie de régresser, mais sans me le dire. Puis là, il s'est mis à publier le SAF BD, non plus détachable, mais à l'intérieur du magazine. Tu ne pouvais plus l'enlever. Il était dans les pages. Ça fait que tranquillement, pas vite, ça a dégénéré au point même où j'avais plus mon mot éditorial, puis tout ça. Tu sais, c'est une affaire qui est devenue poche, là, tout à coup. Là, tu sais, ça a tombé. Mais c'était. J'avais accroché ce que tu disais tantôt, là, c'était exactement ça. Il y avait un tas de lecteurs qui avaient tellement eu du plaisir à découvrir que, oh, là, il y a un magazine avec la BD dedans, là, dedans. Là. Ils étaient contents. Tu sais, puis on le savait que le monde aimait ça. Parce que moi, à l'époque, les premiers SAF BD, la comparaison que je ferais, ou en tout cas, ce que ça évoquait pour moi, c'était le trombone illustré. Ouais, C'est-à-dire ouais. cette idée de, en parallèle du magazine, go, on y va, on se lâche lousse, on explore. Et pour moi, ça a été quelque chose de, je le répète, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Euh, Ouais. et j'ai l'impression euh, que ça survit même au magazine. C'est-à-dire que les gens au Québec qui ont lu SAF BD, qui aiment la bande dessinée, ben, quand ils pensent au magazine Safarir aujourd'hui, je pense qu'une des premières choses qui leur viennent à l'esprit, c'est ça. Puis tu sais, après quand le SAF-BD a commencé à décliner, ça a sonné pour moi le déclin aussi, là. C'est-à-dire que moi, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à regarder ailleurs parce que déception. J'ai une déception très profonde, là. Tu sais, le SAF-BD, pour moi, c'était une belle affaire. Puis là, après ça, bon, puis là, une espèce de distance, on dirait, pour se protéger de moi, là. C'est que là, j'avais de moins en moins de sollicitations ou des chroniques et tout. Ça fait que là, j'ai commencé à regarder ailleurs. C'est là Ouais. où est venu tranquillement, pas vite, les ponts se sont faits entre moi et le magazine des livres, qui était Ouais. le compétiteur, le pas vraiment compétiteur, parce qu'ils n'ont jamais été compétiteurs de Safari, eux autres. Ils auraient pu tellement prendre de place, puis ils l'ont pas fait, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, la fin de sa BD, ça a été le déclenchement de mon préparation de mes valises pour m'en aller, moi aussi, là, tu sais. Est-ce que tu crois, Mario, parce que, tu sais, dans les années 80, Jacques Urtubise, en parallèle de Crow, va lancer Titanic, une revue entièrement consacrée à la production québécoise qui va durer 12 numéros. Ouais. Ça a été un gouffre financier, dans une certaine mesure. Ils ont dû arrêter après 12 numéros. Euh, pour moi, SAF BD, c'est 20 ans plus tard. Euh, le milieu a quand même changé de la bande dessinée. Au début des années 2000, il y a de plus en plus d'artistes locaux qui exportent leur talent soit chez nos voisins du Sud, soit en Europe. Il y a toute une percée. Tout à coup, il y a des structures éditoriales qui émergent. Le milieu est complètement différent du début des années 80. Alors, c'est d'autant plus étonnant
que SAF BD, cette idée d'indépendance soit morte dans l'œuf. Et tu me l'apprends, là. Ouais. Tout ça par peur. Aussi bête que ça. C'est bête, hein? Ben oui, mais bon, ça t'a quand même pas empêché, toi, de poursuivre. D'ailleurs, le fait d'avoir été si longtemps associé au magazine Safari, est-ce que dans ta carrière, lorsque tout à coup, tu as élargi tes perspectives, tu parlais du magazine Délire, est-ce que ça a été est-ce que ça a été difficile pour toi ou au contraire, les portes s'ouvraient justement? Mon Dieu, comment dire? C'est que ça fait rire, ça avait été, je ne sais pas si les gens se rendent compte, là, mais ça a été un magazine qui a marché terriblement fort, hein. Puis on était bien payés. On était bien payés, là, ça pouvait aller de 300 à 450 la planche. Là, puis là, on parle des années 90, là, ce qui fait que moi, en plus, j'avais la caricature à 7 jours, la bande dessinée dans TV Hebdo. J'avais pas à me plaindre, là, tu sais. Puis là, tout à coup, c'est financièrement que ça a commencé. Délire, ça payait pas très bien. Mm. Puis les gens se souvenaient de moi, j'étais sollicité, mais il fallait que je fasse attention financièrement. Puis j'ai toujours eu un espèce de contrat tacite avec mon épouse, là. C'est que mon métier de fou me devait pas mettre dans le trouble ma famille. Jamais, jamais. OK? Mm. Fait que si à un moment donné, on devenait précaire, ben, j'aurais fait autre chose, tu sais. Fait que là, j'essayais. Puis, tu sais, il y a eu l'émergence un peu plus tard de la maison d'édition Glénat Québec, entre autres. Bon, j'ai Ouais. commencé à cogner à la porte. Les premiers albums ils ont donné un avaloir relativement intéressant. Un avaloir pour les auditeurs, c'est une avance sur l'album. Ouais. Des fois, ça aide à le produire, là. Mais ça n'a pas duré, ces périodes-là. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, c'est que c'est beau de te faire offrir des trucs, mais ça va peut-être payer. Puis si ça paye en droit d'auteur, ça demeure que tu sais, les droits d'auteur sur un album, même si un album fonctionne bien au Québec, là, 1000, 2000 exemplaires, là, OK? Puis que tu reçois en droit d'auteur 1 dollar ou deux de la copie, deux, c'est même au maximum. Ouais. C'est pas avec ça que tu vas vivre ton année, là. Tu sais, je veux dire, puis tu vas avoir pris un an à le dessiner, là. Tu sais, ça fait, là, je suis terre à terre en disant tout ça, mais tous ces facteurs-là sont arrivés après que j'aille vécu là, dans la Cadillac là, avec, tu sais, avec Safari, je n'avais pas à me poser de questions. La seule question que j'avais à me poser, c'est de rester en forme. Tu sais, je me levais à 7 heures le matin, je m'installais dans mon atelier à dessin, puis je sortais de là à 10 heures le soir, là. J'avais des journées épouvantables, mais j'adorais ça, là. Tu sais, Mais il faut dire aussi que le milieu du magazine au Québec, ça fait quand même longtemps que c'est difficile. Tu sais, je veux dire, Crow est disparu en 1995. Il y a eu beaucoup d'initiatives de magazines qui sont arrivées, mais qui sont parties. Je me souviens de Pignouf, le magazine jeunesse là, au milieu des années 90. Là, ouais. Yves Rodier était de cette aventure-là. Ça a duré quoi, 6 numéros? Tu sais, combien qu'il y en a eu de tentatives de magazines en bande dessinée euh, qui malheureusement n'ont pas su perdurer? Parce Mais que tu sais, juste. quand on a lancé Ça fait rire, là, c'était la même chose, hein. On s'attendait absolument pas à ce que ça fonctionne. Parce qu'on avait justement cette carte de route-là là, derrière nous autres. C'est-à-dire qu'on les voyait, les autres magazines, qui n'avaient Mhm. pas pu percer. Mais tu sais, c'était une volonté de publier. Naturellement, chacun avait son gagne-pain ailleurs, là. Mais puis au bout de 6 numéros, tout à coup, on se rend compte que oh, on est rendu à 10 000 ventes. Tu sais, on ne s'entendait pas d'en vendre tant que ça. Tu sais, les premiers numéros de Ça fait rire, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Mais puis là, bon, puis là, plus ça allait, puis là, tout à coup, on commençait à avoir des sous. Tu sais, mais tu sais, Ça fait rire, ça n'a pas été une explosion numéro un, là. Mais ça a marché, puis on ne sait pas pourquoi. Il y avait le besoin à ce moment-là, je sais pas. C'est assez incroyable. Ben, oui, ça a monté quand même. Ça a pris quelques années, mais je veux dire, quand même, ça fait rire dès le début. Vous avez eu quand même une forte visibilité médiatique. Moi, je me souviens d'avoir vu des reportages à la télévision sur Safarir. Je me souviens qu'on en parlait à la radio. C'était quand même, c'était quand même monumental à l'époque, un nouveau magazine, là. Ouais. Et
Et donc, tu vas poursuivre ta carrière. D'ailleurs, tu as été quand même célébré relativement rapidement. Hein? Tu as gagné un prix BD Scosa pour l'ensemble de ta carrière en 1988. Ouais. Ah oui. Alors que, je veux dire, il restait encore à ce jour beaucoup de choses à l'avant. Tu as reçu le prix de la reconnaissance en bande dessinée de la Ville de Québec en 2023. Ah, ça fait du bien, ça. Ben, j'imagine, hein? Oui. J'ai ouvert le prix avec eux autres en plus. C'est Donc, vrai? ils Oui. m'ont désigné comme le premier. C'est comme. Ah, mais tu sais, à quelque part, il y a de l'opportunisme là-dedans. On ne se le cachera pas. Là. C'est que la Ville de Québec, le département de la culture, si on peut dire, ils se rendent bien compte depuis quelques années que la bande dessinée québécoise, c'est plus le petit truc embryonnaire qu'on a connu dans les années 70. Il faut commencer à regarder ça avec du respect. Là. On a pas mal de monde qui publie sur le mondial. Là. Je veux Mm-hmm. dire, je ne veux pas en oublier, mais des Jacques Lamontagne, des Denis Rodier, des Rabel Diati, je veux dire, tous ces gens-là, il faut les regarder avec respect maintenant. Là, je veux dire, excusez-moi, pardon, mais la bande dessinée, c'est plus ce que c'était. Là. C'est plus un petit... Fait que donc, la ville a voulu se mêler à ça, puis j'en suis bien fier. Là, je veux dire, dans le sens où puis le prix se renouvelle d'année en année. Là, on est rendu au troisième cette année avec André Philippe. Ouais. Euh, c'est tant mieux. Puis la maison de la BD sur le chemin Sainte-Foy à Québec, là, si quelqu'un a l'occasion d'aller faire un tour là, c'est pas un petit local de rien, là. Je veux dire, c'est un truc dans lequel tu rentres, puis la bande dessinée québécoise est là, là. Il y a 2, 3 expositions permanentes, il y a de l'animation en continuel. On peut faire des lancements quand on veut. Puis c'est une maison superbe en plus, architecturalement parlant. C'est quand même fou parce que tu as été à la fois acteur et observateur de toute cette évolution-là depuis tes débuts en 1971. Je veux dire, est-ce qu'à un moment, tu te souviens de t'être dit qu'un jour, c'était une possibilité que ça arrive au Québec? J'espérais. Mais moi, t'avouer, non. Ça a pris du temps avant de croire que ça pouvait arriver fort de même. Euh, tu sais, quand j'étais jeune, mon père était dessinateur. Hein. Mon père était dessinateur publicitaire. Il faisait des dessins pour les compagnies. La publicité dans les journaux, dans ce temps-là, tu prenais pas de la photo, c'était pas beau. Fait que tu faisais dessiner tes produits que tu voulais vendre. Bon, puis mon père faisait ça. Papa, il recevait un manteau, ça avait de faire. Bon, il dessinait le manteau, il le mettait en évidence, puis son dessin, il était utilisé pour la publicité. Fait que moi, j'ai navigué dans son atelier très jeune. Puis quand j'ai commencé à leur dire à mes parents, quand j'étais à l'école, que je voulais devenir auteur de bande dessinée, même si mon père était dessinateur, il a commencé à y avoir des nuages noirs dans leur visage. Là. Tu sais, je disais, oh, tu sais, il y avait des craintes pour moi. Tu sais, mon père, il essayait de me pousser vers l'architecture. Il dit, au moins, ton dessin va te servir à quelque chose d'utile. Mais la bande dessinée, ça les effrayait. Là, tu sais. Ça fait que là, quand j'ai rencontré ma blonde, je lui ai dit, je fais de la bande dessinée, mais j'en vivrai jamais. Puis là, ben, on s'est mariés. Ça allait plus ou moins, mais tu sais, je veux dire, parallèlement à ça, j'avais développé quand même un métier. J'étais aussi imprimeur parce que Plouf m'avait amené à ça. Parce que Ouais. Plouf, je l'ai imprimé. C'est moi qui l'ai imprimé chez nous. Ça fait que j'étais imprimeur, mais donc c'était divisé en deux. Il y avait de la BD, puis il y avait l'imprimé. Puis, mais je m'attendais jamais seulement de vivre la BD. Tu sais. Puis ça a été avec l'aventure Safari. Je pense que c'est là que j'ai pu commencer à réaliser. Mais encore là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espérance internationale à l'époque. Tu sais, Safari, on avançait, on avançait. Dans les années 90, 91, quand le Festival de la bande dessinée avait déjà commencé, qui nous amenait des auteurs étrangers, on était en contact avec eux autres. Puis moi, tu sais, la journée où j'ai rencontré Gottlieb, je pense que j'ai pas été capable de dire un mot. Là. Je veux dire, c'était du... Puis lui était là, puis il lisait les saves qui étaient là, puis il accrochait juste sur mes parodies. Ça, c'est le fun, ça. Puis il s'amusait avec sa fille Ariane à reconnaître les personnes dans les parodies de cinéma. Je dis, bon, OK, il s'amuse avec mes affaires. Moi, j'en venais pas. Tu sais, je devais tomber à terre. Mais là, ça m'a ouvert le chemin à penser qu'il y avait peut-être des possibilités. Fait que je me suis mis à présenter des dossiers. Mais c'est toujours une espèce d'inquiétude de Québécois qui ne peut pas arriver, là. Puis qui, dans le fond, ça a fini par se faire, mais on a toujours peur d'être bon. Là.
Ça fait que, puis là, à un moment donné, boum, tu sais. Puis moi, je me souviens, Gottlieb avait fait une entrevue avec TV5 à un moment donné. Puis le gars de TV5 il a demandé carrément, il dit, pourquoi vous avez publié Mon Loin? Puis là, Gottlieb le regarde, il dit, parce qu'il est bon. Ça là, regarde, le monde s'est arrêté, là, la Terre a arrêté de tourner. Hey, ça vaut tous les Regarde, trophées du monde, hein? c'est incroyable. Non, non, c'était le fun. Puis, mais c'est le contact de ces gens-là qui sont devenus des amis. Là. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ben, il y en a qui sont décédés, là, mais je veux dire, il y a des gens qui sont devenus des amis là, au travers de ça. Là, j'ai été, entre autres, très, très copain avec François Cortelgiani, qui est décédé d'un arrêt Ouais. cardiaque il y a 2 ans. Là. On était en train de préparer un album. François était en train de m'écrire le scénario. On se préparait à faire un album. Oh! Oui. Mais ça s'est pas fait. On avait même plusieurs projets parce qu'on avait même déliré autour de Popeye, les droits d'auteur étaient devenus du domaine public, là, allaient devenir du domaine public. Puis on avait Ouais. envie de faire notre Popeye là, comme Glénat l'a fait avec Mickey là, à un moment donné. Ouais, ouais, tout à fait. On avait envie de faire notre Popeye, on était deux vieux accros de Popeye, là, puis ça se parlait. Là. Mais tu sais, Wow! mais c'est ça. Mais c'est là où tu as l'impression d'être dans la vraie affaire. Là, mais pas quand j'étais jeune. J'étais jeune, je ne pouvais pas sentir que ça allait être potentiel de rêver de faire une BD ailleurs qu'au Québec. Je ne pensais pas. C'est venu avec le temps. Puis quand les auteurs européens venaient ici, puis ils disaient Hey, ça fait rire, c'est le fun notre affaire. Puis là, mais quand après, ça fait rire, bien, en France, ça a été publié. Là, ces auteurs-là arrivaient avec leur sac BD, leur sac de France. Là. Ils disaient Hey, ils venaient leur magasin, ils nous faisaient faire des dédicaces. Ah ouais, hein? C'est quand même. Mais c'était. Non, non, c'était quelque chose. En marge de ta production actuelle, Oui, où tu te consacres à, comme on parlait, à ton projet patrimonial, tu continues quand même des collaborations. Ça a été le cas de l'album en 2022, Ensemble contre la COVID. oui. Et dernièrement, avec le tome 1 d'une nouvelle série, La naissance d'Henri. Donc, Oui. un album co-scénarisé avec Samuel Côté, euh, qui est un album, c'est vraiment étonnant quand on lit ça, parce que bon, ça s'intéresse, c'est sur les fonds marins québécois, parce que bon, Samuel Côté est un océo, non, un océographe, non, un océo. Ah! Alors voilà, je suis obligé d'avouer que même si je suis ultra préparé, j'avais pas pris soin de noter ça. Mais bref, Samuel Côté, documentariste, Ouais. auteur, conférencier, qui se consacre au fond marin du fleuve Saint-Laurent. Et Et donc, chasseur d'épave. chasseur d'épaves, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, cette série-là, qui est un album, qui est une série que je pourrais dire, je déteste utiliser ce terme-là, mais à défaut d'en trouver un meilleur, mais une série très grand public, c'est-à-dire Ouais. qui peut être lue autant par des jeunes que par des vieux schnocks comme moi, qui est vraiment dans le sens classique de l'aventure et album dans lequel on apprend beaucoup de choses aussi et où ton dessin euh, encore une fois, et où tout ton talent et ton métier est mis à contribution. Il y a quand même beaucoup de travail dans cet album-là. Tu as fait tes devoirs. Là. Il a fallu que tu ailles faire il a fallu que tu fasses de la recherche visuelle. Il a fallu que tu. Je veux dire, c'est pas un album que tu as fait en 2 jours. Là. Non, non, non. Puis il y a des choses là-dedans. Là. Ben, tu sais, Samuel a été d'une aide incroyable là, parce que lui, c'est son monde, là, c'est son univers. Là. L'exploration d'un épave. Tu sais, l'épave qui est là dans l'histoire, naturellement, elle existe. Là. Ouais. Mais elle n'a jamais été explorée parce qu'elle est trop profonde dans le fleuve Saint-Laurent. Ce que j'avais comme image pour la dessiner, c'était un radar qui prend des images. Non, c'est pas des images, c'est un sonar qui nous donne la forme de l'épave dans le fond de l'eau, mais en couleur, avec des couleurs. Tu sais, en fait, j'avais comme un bip-bip de. J'avais pas vraiment une illustration de l'épave dans le fond de l'eau, mais j'avais ce truc-là là,
qui montre en couleur, avec des couleurs, la structure du vaisseau lui-même dans le fond, sans voir les détails. Puis là, moi, ben, j'ai eu à figurer, ben, imaginer ces choses-là. Là, ben, avec Samuel, on a regardé d'autres épaves qui avaient été explorées. Qu'est-ce que ça donnait à peu près? Comment, quand les coquillages collent sur la coque et tout, qu'est-ce que ça a de l'air? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se détériore là-dedans? Puis là, mais à partir de ça, moi, j'ai extrapolé. Là. Ça a été un autre. Tu sais, intellectuellement parlant, ça a été un travail incroyable, puis bien le fun. Là. Ben le fun. Là. Tu sais, c'est une belle aventure, ça, Henri. C'est une autre affaire. On pourrait en parler longtemps. C'est une aventure éditoriale qui, hélas, parce que tu parles de l'album, mon ami Pierre, qui a été Pierre Lachance, qui est l'éditeur de l'album, mais qui est aussi le propriétaire du robot, parce que le personnage central, c'est un robot explorateur. Naturellement, nous, on a mis un petit peu de fantastique parce qu'il fallait qu'on développe notre personnage pour qu'il soit quasiment vivant. Là. Bon, moi, il Mhm. jase avec le propriétaire. Mais Pierre s'est lancé dans l'aventure. Il a fait imprimer l'album. Il y en a 2000 exemplaires dans la cave chez eux. Puis là, mais il cherche un diffuseur. Puis comme il est éditeur indépendant qui commence, il est tout seul. Les distributeurs, présentement, ne sont pas intéressés à prendre son contrat. Il faudrait qu'il y ait 5 albums à son actif pour qu'il prenne ça. C'est une affaire bizarre. Là, tu sais. Il a investi beaucoup d'argent dans un album. Il ne peut pas en faire 5 autres là, pour être capable de rentrer dans leurs critères, d'avoir plusieurs titres à diffuser. C'est que présentement, ces albums, ils sont collés dans le sous-sol chez eux. Fait que moi Et, je les amène dans les événements, comme tu parlais tantôt, là, tu sais, ouais. sans plus, là, j'en ai pas, il est pas vendu ailleurs. Alors, pour se procurer l'album, en attendant de trouver un distributeur, donc, parce que j'ai cherché en ligne, il n'y a même pas moyen de l'acheter dans une boutique virtuelle. Là. Non, non, non. Amazon l'ont eu pendant un moment, puis je pense qu'il est plus disponible. Ça serait à vérifier, là, mais il me semble que non. Ça fait que non, c'est Non, dommage, hein? j'ai vérifié parce que effectivement sur Amazon, il est manquant. Ouais. OK. C'est dommage parce que cet album-là, bon, il prend de l'âge, là, tu sais, quand les gens, s'ils trouvent le moyen de le faire distribuer dans 2 ans, il y a déjà un droit un copyright là, qui va être comme passé date. Là, tu sais, l'album va avoir être tu sais, les gens aiment ça, la nouveauté. Tu sais, puis c'est toujours. Bon, tu parles pas d'un produit qui a été dessiné en 2020. 2020. Tu sais, ça date déjà. Tu sais, c'est bête à dire. Et ça a énormément de potentiel. Je veux dire, ça pourrait devenir une série Ben oui. avec plusieurs tomes, là. Vraiment. Donc, j'espère, si jamais il y a des gens curieux à l'écoute, encore une fois, la difficulté de mettre la main sur cet album-là, je voudrais bien inviter les gens à vous joindre, mais encore là, même dans l'album, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de coordonnées à proprement parler, il n'y a pas de boutique virtuelle. Puis bon, je sais aussi que l'enjeu, toi, quand tu fais de l'impression sur demande avec Amazon, tu n'as pas à te soucier de poster les exemplaires, de les imprimer, quoi que ce soit. Dans le cas d'un album qui est déjà imprimé, qui se trouve dans des palettes au beau milieu d'un sous-sol, ben là, les albums, il y a des frais de manutention, il y a l'idée que ben, c'est de la gestion, ça implique de la gestion, d'emballer l'album, d'aller le poster. Oui. Euh, Tu sais, Pierre le fait, là. OK? Les coordonnées de la maison d'édition, là, quand quelqu'un peut le rejoindre, il le fait. Puis, en tout cas, il a trouvé le moyen que le coûtant d'emballage et tout soit vraiment pas élevé, là, mais ça demeure que, bon, ça, il faut le rejoindre. C'est à la pièce, là, tu sais, puis... alors, ce que je ferai pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, c'est que je mettrai dans la description du présent épisode, je mettrai le courriel oui, de la structure éditoriale qui est SP Média. Là. Comme parfait. c'est écrit dans le cartouche, alors je vais mettre cette information-là dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, les gens pourront, ultimement, s'ils le désirent, joindre l'éditeur pour convenir d'une entente afin de mettre la main sur l'album. Pour la Ah, suite des choses, Mario, qu'est-ce qu'on te souhaite? À part la santé, parce que ça, c'est important, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite? D'arriver outre arriver
concrétiser ton projet éditorial jusqu'en 2032. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Oh, ben déjà, c'est pas mal, hein, si je me rends jusque-là. Oui, mais en plus de ça, est-ce que sur ta liste d'auteurs de bande dessinée, là, est-ce qu'il y a des projets fous? Est-ce qu'il y a des rêves? Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis, ah oui, en plus, ça, si je pouvais faire ça, là. Mais tu sais, regarde, j'ai commencé un autre album, là, tu sais, qui complètement, là, c'est du nouveau matériel. C'est un album fantastique science-fiction. Là. OK? C'est des courtes, en fin de compte, c'est des nouvelles en BD. Puis, je suis quand même rendu à la page 37, 38. OK? Au moins avoir la forme. Lui, je le fais en parallèle de tout le reste, là, parce que je travaille aussi présentement sur un album, sur un roman graphique qui devrait paraître dans une couple d'années. Ça fait que les projets ne manquent pas, là, tu sais. Puis après mon album de science-fiction, il me reste deux choses importantes à réaliser. C'est que j'ai carrément une aventure policière qui se passe dans le futur, qui est toute écrite, que j'ai commencé à dessiner, que je vais recommencer parce que mon dessin est plus là. Il n'est plus la même chose, là. Bon. Mais j'aimerais bien le faire, lui. Puis, après ça, avoir encore la forme de faire le projet ultime. Quand j'ai commencé à m'amuser à faire du dessin chez moi, j'avais 12 ans. J'ai créé un personnage, un extraterrestre. Il s'appelait Charlie. J'ai passé ma vie à avoir envie que Charlie soit publié. Je l'ai même présenté à un moment donné aux humanoïdes associés et tout. Puis là, j'ai décidé de publier moi-même. Mais Charlie, c'est un projet d'envergure. C'est un gros machin. Là. C'est vraiment très important. C'est un peu un Star Wars là, à ma façon. Là. Mais avant Star Wars, moi, mon scénario a été écrit. Puis j'aimerais être capable de le faire, d'avoir la forme de le faire. Puis mon Charlie, c'est une trilogie, c'est un triptyque. Là. Il y a trois albums. J'aimerais avoir la forme de me rendre jusqu'à finir Charlie. Là, après, je serais bien, je mettrais mes 2 pieds sur la patte du poil. Là. Puis là, je serais comblé. Ouais, mais te connaissant, je pense pas, d'une part parce que tu risquais de te brûler les pieds, mais d'autre part aussi parce que la passion est beaucoup plus vive que le feu qui serait dans le dit poêle. Moi, je suis convaincu, Mario, que après toutes ces années-là, on sent toute cette passion-là qui t'anime. Et c'est beau d'entendre ça. Je tiens à te le dire, moi, je trouve ça très touchant et très excitant aussi. Alors, je te souhaite, en fait, je te souhaite même pas de te rendre, je te souhaite de dépasser les pieds sur le poids. Je te souhaite de continuer à ta table à dessin, à éprouver toujours le même plaisir communicatif que tu as de faire de la bande dessinée. Donc, je te souhaite la santé parce que l'inspiration, c'est vraiment pas un problème. Non, vraiment pas. Mario Malouin, merci beaucoup de ton temps. Je t'ai déjà beaucoup trop retenu. Allez, retourne à ta table à dessin. Oui, je retourne à ma table. Merci, Jean-Baptiste Jean-Dominique. C'était un grand plaisir. Porte-toi bien, mon cher. Bye. Pour suivre Mario Malouin, rendez-vous au facebook.com/mario.malouin.2025. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.